Bien gérer la complication, contenir les mécontents, c'est tout à fait essentiel aujourd'hui parce que la plupart des tendances des décisions de justice ne sont pas favorables aux médecins. Vous voyez qu'en 30 ans, dans les années 80, 30 à 35% des décisions civiles condamnaient le médecin et actuellement, c'est plus des 2/3 des médecins qui sont condamnés. Finalement, les magistrats consacrent la jurisprudence, consacre les aspirations de la société. Et aujourd'hui, la société veut être soignée gratuitement d'un côté, mais de l'autre côté, il faut une perfection en matière de gestes techniques et également une qualité d'information. Alors, en se replongeant dans les rapports d'activité du sous-médical, la MACSF 2014, vous voyez que le nombre des procédures est en augmentation, plus 3,3% par rapport à l'année antérieure. Donc, chaque année, il y a plus d'actions, plus d'assignations, plus de procédures. Et vous voyez que c'est plutôt en revenant ici, que c'est le patient, le plaignant qui a le choix de la procédure. On dit habituellement que s'il veut tuer son chirurgien, il va plutôt au pénal ou devant le Conseil de l'ordre, et s'il veut des sous, il va aller au civil ou au tribunal administratif. Donc vous voyez qu'en 10 ans, vous avez finalement une diminution relative de ces actions punitives et plutôt une augmentation des actions en dédommagement, en réparation, notamment au profit des CCI qui sont montés en puissance ces dernières années. Les décisions pénales sont finalement peu nombreuses, mais elles sont quand même lourdes de conséquences. Vous voyez que près de la moitié des personnes mises en cause sont condamnées et que les peines sont lourdes. Et vous voyez également que les spécialités les plus souvent mises en cause, parmi les spécialités les plus souvent mises en cause, vous avez évidemment les chirurgiens et les anesthésistes. Dans les décisions civiles, elles ont quand même un impact financier qui est important, puisque ça représente pour les assureurs plus de 28 millions d'euros chaque année, et qu'ici encore, les spécialités qui totalisent les plus forts coûts d'indemnisation judiciaire concernent les obstétriciens, les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs également. Les CCI, ce sont les commissions régionales d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales. Elles attirent beaucoup les plaignants parce que la procédure y est rapide, elle y est gratuite, on n'a pas à constituer d'avocat. Vous voyez que sur 419 avis de CCI, dans plus de la moitié des cas, les CCI se sont déclarées incompétentes parce que les personnes ne remplissaient pas les critères pour que leur affaire soit indemnisée par une CCI. Et dans celles où elles ont rendu un avis, vous voyez à peu près à part égale la faute et l'aléa. Les CCI concluent à la faute ou à l'aléa dans à peu près le même nombre de cas. Donc la prévention, comme vous l'a dit M. Bocon-Gibaud tout à l'heure, ça commence à la phase préopératoire, c'est-à-dire avant même que la complication ne survienne, c'est l'anticipation, et puis c'est peut-être en quelque sorte un petit peu la préconstitution de la preuve. Cette phase préopératoire est essentielle pour prévenir la survenue des complications par l'évaluation préopératoire et par l'information. Je vais aller assez vite sur cette phase préopératoire puisqu'elle vous a été traitée par M. Bocon-Gibaud. Le diagnostic, il faut que le diagnostic soit bon. S'il y a une complication qui survient et que le diagnostic qui avait été porté n'est pas bon, ça va être difficile à défendre. Donc c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire qu'il faut analyser correctement les symptômes, qu'il faut qu'il y ait un examen clinique complet, qu'il faut qu'il y ait des examens complémentaires réalisés. L'examen clinique, c'est surprenant, mais finalement, il y a un grand nombre de cas où il n'a pas été correctement réalisé. Prenez par exemple la torsion du testicule méconnue. C'est une des vedettes de l'expert en urologie qui est commis très souvent là-dessus. Moi, j'ai été commis au civil, j'ai été commis au tribunal administratif, j'ai été commis devant les CCI, et j'ai été commis en arbitrage, et j'ai également été commis au pénal une fois, un malheureux chef de service qui était attaqué pour une torsion du testicule méconnue. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est très important. Eh bien, il y a la classique question d'internat, et puis il y a des formes atypiques. Il y a par exemple la forme réduite à la douleur abdominale. C'est un adolescent qui a mal au ventre, donc, ou bien qui est trop pudique pour parler de ses parties génitales. Les parents ne vont pas trop regarder, on amène au médecin ou à l'urgentiste un jeune qui se plaint du ventre, et il est examiné par le médecin, allongé, la veste relevée,
le pantalon un peu dégrafé, mais les parties génitales non découvertes, et c'est ainsi qu'on méconnaît souvent une torsion du testicule et que la responsabilité du médecin est engagée. Les examens complémentaires réalisés également, ça peut être un élément de preuve. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour opérer, pour mettre une bandelette sous-urétrale, quand il s'agit d'une incontinence urinaire à l'effort, pur, isolé, qu'on a bien examiné le patient, qu'on a recherché la manœuvre de Bonnet, le test d'Ulmsten, on n'a peut-être pas besoin d'examen urodynamique, mais parfois dans les litiges, la qualité de ce diagnostic est remise en cause, et c'est pas mal d'avoir un examen urodynamique avec un autre opérateur qui a lui aussi affirmé que l'incontinence urinaire était bien réelle, que la manœuvre de Bonnet était positive, etc. Ça peut être quand même d'un certain appui. L'indication opératoire, il faut aussi pour que le dossier soit défendable, que l'indication soit bonne. Indication de la nécessité d'un traitement. Le traitement était-il nécessaire ou bien est-ce que les choses pouvaient rester en l'état? De l'indication d'une intervention chirurgicale en alternative aux possibilités d'un traitement médical. Du choix de la technique, du choix de la voie d'abord. Par exemple, quand vous avez des plaies de l'urtère au cours d'une chirurgie par célioscopie, les avocats du demandeur vont régulièrement indiquer que si on était passé par chirurgie ouverte, ça ne serait pas survenu, alors que finalement, les chiffres des plaies de l'urtère en chirurgie ouverte ou en chirurgie célioscopique sont les mêmes. Les comorbidités, elles vous ont été détaillées, diabète, obésité en particulier, les antécédents chirurgicaux qui sont susceptibles de créer des difficultés pour le geste opératoire. Ils concernent les interventions pratiquées dans la région anatomique sur laquelle doit s'effectuer l'intervention. Les tissus sont dévascularisés, sclérosés, les rapports anatomiques sont modifiés, les dissections est plus difficile. Et il y a donc une augmentation du risque de plaies des organes de voisinage. L'intervention est également plus longue et les pertes sanguines plus importantes. On en revient donc à la deuxième partie de cette évaluation préopératoire, c'est l'information. Vous savez que l'information est une obligation déontologique, c'est l'article 35 du Code de déontologie. Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. La relation médicale, c'est une relation contractuelle, et donc l'information est une obligation d'une relation contractuelle, quelle qu'elle soit. L'avocat a la même obligation. Cependant, en cas de litige, la preuve que cette information avait été donnée, la jurisprudence a évolué. Par exemple, au siècle dernier, pendant la première moitié du siècle dernier, c'était au praticien de faire la preuve qu'il avait donné l'information. Et puis ensuite, dans la deuxième moitié du siècle dernier, c'était au patient qui devait apporter la preuve qu'il n'avait pas été informé correctement par le praticien. Alors les magistrats de la Cour de cassation en 1997 ont estimé que c'était une preuve négative et qu'en droit, il était impossible d'apporter une preuve négative. Et c'est ainsi que dans l'arrêt Edroll du 25 février 1997, ils ont renversé la charge de la preuve en matière médicale. Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Alors comment rapporter la preuve de cette obligation d'information? Par tout moyen, et notamment l'écrit, le témoignage et la présomption. Il faut évidemment avoir une traçabilité de cette information qui a été délivrée au patient. Et finalement, la qualité de l'information, le fait sur lequel l'expert va s'appuyer, c'est sur un faisceau d'arguments qui vont venir à l'appui de la délivrance de cette information, les délais entre la consultation explicative et l'intervention, le patient qui a été renvoyé vers le médecin traitant à l'intention duquel un courrier a été établi, dicté devant le patient, éventuellement remis effectivement au patient, le nombre des consultations préopératoires avec le chirurgien, moins l'intervention est urgente, plus la chirurgie est fonctionnelle, mieux vaut qu'il y ait un délai approprié. Par exemple, un lifting, consultation lifting opéré le lendemain, eh bien s'il y a un problème, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Quant au deuxième avis, le deuxième avis est souvent précieux. Prenez par exemple le cas d'un patient qui a un cancer de la prostate. Il voit son urologue en consultation d'annonce qui lui annonce qu'il a un cancer de la prostate. Il lui explique les alternatives dans son cas, du traitement curatif, et puis il lui propose de l'opérer. Et le patient disparaît avec son compte-rendu de biopsie et il va voir 3 urologues, dont 2 professeurs d'université chefs de service, plus un cancérologue radiothérapeute, plus un spécialiste en curithérapie. Et finalement, après avoir réfléchi, il revient vers le premier chirurgien en lui disant « Voilà, j'ai choisi, c'est vous, je veux que vous m'opériez ». Il l'opère, il se retrouve complètement impuissant, complètement incontinent.
lors de l'expertise, il aura du mal à prétendre qu'il n'avait pas été correctement informé. Après avoir vu un certain nombre de praticiens compétents comme il l'a fait, il ne pouvait ignorer qu'il y avait au moins globalement qu'il y avait un risque d'incontinence ou d'impuissance avec cette intervention. La perte de chance, le défaut d'information engage la responsabilité du médecin au titre de la perte de chance. Il faut savoir que parfois il y a des défauts d'information qui sont manifestes et pourtant le médecin n'est pas condamné parce que le magistrat, au stade de l'évaluation du préjudice, peut souverainement refuser l'indemnisation s'il estime que le patient, pleinement informé, n'aurait pas logiquement pu récuser l'acte, soit parce que le pourcentage très faible du risque n'aurait pas pu influencer sa décision, soit parce que l'indication du geste médical était impérative et qu'en son absence, le risque évolutif spontané aurait été plus grand que le risque potentiel de l'acte proposé. Finalement, le but de l'information, c'est d'éclairer le patient, ce n'est pas de le dissuader d'avoir recours à un acte thérapeutique dont il a besoin, que son état de santé nécessite. Passons maintenant à la phase opératoire, qui est évidemment la plus importante, puisque c'est habituellement là que se produisent les complications. Finalement, deux grandes situations au bloc opératoire. La première, ça saigne. La deuxième, il y a un trou. Un trou dans un organe de voisinage, en particulier l'intestin ou l'appareil urinaire. On a fait une plaie dans l'urtère, une plaie dans la vessie, les vaisseaux sanguins, c'est pour ça que ça saigne, les nerfs également. La non-reconnaissance d'une plaie par le chirurgien d'un organe de voisinage au cours de la chirurgie est constitutive d'une faute. Alors effectivement, en séance expertale, c'est le débat constant entre la faute et l'aléa thérapeutique. La Cour de cassation, en mars 2013, a apporté quand même un élément très important pour ce choix. L'atteinte par un chirurgien à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas est fautive. Et finalement, c'est cette première partie de phrase qui est actuellement retenue le plus souvent par les experts. La deuxième est plus ou moins mise entre parenthèses. Cette deuxième partie, en l'absence de preuves, qui lui incombe, au chirurgien, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique. Donc finalement, on fait une hystérectomie, on chope un urtère, eh bien c'est fautif, c'est pas de l'aléa thérapeutique. Erreurs de côté, elles sont fréquentes. Comment les éviter? Évidemment, disposer d'un dossier complet au bloc opératoire et en particulier de l'imagerie. Et deuxièmement, la checklist qui est très importante, interroger le patient avant de l'endormir, bien lui faire préciser le côté, le marquer l'incision, marquer les incisions éventuellement s'il s'agit de la chirurgie ouverte. Erreur de position, erreur d'installation de l'opéré, elle engage la responsabilité conjointe du chirurgien et de l'anesthésiste. Elle représente 3% des déclarations de sinistres. Il faut savoir que l'installation appropriée d'un patient sur une table d'opération peut faciliter de façon considérable la réalisation de l'acte chirurgical, mais que cette installation doit interférer le moins possible avec les grandes fonctions vitales et ne pas provoquer de traumatisme en relation avec une position inadéquate du patient. Les accidents posturaux sont souvent en relation avec la pesanteur du patient, l'immobilité, une posture inhabituelle sur la table opératoire, comme la position de Trendelenburg où le patient est incliné fortement, l'hyperlordose également, qui est également très utilisée dans la chirurgie pelvienne. Et la durée de l'intervention est un élément important puisqu'elle aboutit à la compression, à l'étirement des vaisseaux et des nerfs et à des défauts de vascularisation. Les facteurs favorisants préexistants pour les nerfs sont surtout l'hypertension artérielle et le tabagisme, à un degré moindre le diabète, et également peuvent participer l'insuffisance rénale et coronarienne. Donc les lésions des nerfs au niveau des membres inférieurs sont classiques dans la chirurgie, notamment dans la chirurgie pelvienne. Leur incidence est de 0,03%, toute chirurgie confondue. La position de lithotomie, c'est-à-dire la position de la taille, jambes écartées, favorise la survenue de ces complications. Et quand elles sont observées, elles intéressent très souvent, dans 15% des cas, le nerf sciatique, dans 4% des cas, le nerf fémoral ou le nerf crural, et le nerf fémoro-cutané peut également être intéressé par ces accidents de compression. Donc la prévention est assurée par le chirurgien et l'anesthésiste, qui sont d'ailleurs co-responsables en cas d'accident avéré. Il faut avoir de bonnes protections locales, il faut veiller à la bonne position du patient sur la table en évitant les élongations et les compressions directes et en distribuant les points de pression sur la surface la plus large possible.
Alors vient maintenant le problème de l'appel en renfort d'un autre chirurgien quand on a une difficulté au bloc opératoire. C'est une situation fréquente. Je pense que tout chirurgien a été lui-même appelé en renfort auprès d'un collègue en difficulté. C'est un devoir de confraternité. Ne pas y aller, finalement, c'est s'exposer à être poursuivi au chef de mission à porter secours. Cependant, quand on est appelé en renfort, ça peut avoir également des inconvénients pour le chirurgien qui est appelé en renfort. En effet, selon les principes généraux du droit commun, il est pleinement responsable de ses actes propres et souvent appelé dans la cause en cas de litige, car il est également tenu pour solidaire des autres membres de l'équipe. Donc en fait, c'est un patient qui ne connaît pas, il n'a pas eu le temps de se pencher sur le dossier, il le découvre endormi sur la table opératoire, et donc finalement, il peut être appelé il est même très souvent appelé dans le litige, parce qu'habituellement, quand il y a un référé, les avocats tapent très large, de manière à éviter d'omettre certains participants qui pourraient se révéler utiles d'entendre par la suite et d'avoir une deuxième expertise ou des prolongements de frais et de procédures. Et donc souvent, ils tapent très large, et donc le chirurgien qui a participé à l'intervention, il est lui aussi très souvent assigné avec le chirurgien qui a commis la complication. Dans la phase post-opératoire, les problèmes sont souvent très difficiles et sont souvent marqués par des délais et des retards de diagnostic et une prise en charge inadéquate des complications post-opératoires. La communication est également parfois problématique parce que des instructions claires n'ont pas été fournies aux patients au moment de la sortie, notamment des renseignements sur la personne qui assurerait les soins de suivi et sur les signes et symptômes indiquant le besoin d'une évaluation et d'un traitement immédiat. Le diagnostic de la complication, il apparaît souvent retardé. Par exemple, pour les plaies de l'urtère, on est surpris de voir qu'en moyenne, les plaies de l'urtère sont diagnostiquées 13 jours après leur survenue. C'est une étude des collègues de Rennes qui l'a montré, avec des délais qui allaient de 0 quand la plaie était reconnue en péropératoire, à 60 jours parfois. Et pourtant, quand on se repenche sur le dossier, en expertise c'est plus facile, puisqu'on sait comment ça s'est terminé, on se repenche a posteriori, et donc tout semble évident, il y avait des signes qui auraient dû attirer l'attention, et bien pourtant, dans les suites post-opératoires, qui sont la phase la plus difficile de la chirurgie, c'est souvent difficile, les signes sont souvent difficiles à interpréter. De plus, le chirurgien est de plus en plus seul à gérer cette période post-opératoire. Vous savez que depuis 2001 et les recommandations concernant les relations entre anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens, les anesthésistes passent plus dans les salles pour surveiller les patients. Le chirurgien est souvent très seul. Et en fait, finalement, on a l'impression que les suites post-opératoires, tout le monde veut un peu s'en défausser. Les anesthésistes ne veulent plus les assurer. Et maintenant, avec le développement de l'ambulatoire, on a un peu l'impression que c'est les chirurgiens qui ne veulent plus les assurer non plus, puisqu'elles sont laissées finalement aux médecins généralistes. Donc la période des soins post-opératoires est difficile. Le ventre est douloureux. C'est normal d'avoir un ventre douloureux finalement après une intervention. Est-ce que c'est un signe de complication? Est-ce que ça fait partie de la normale? La fièvre parfois, la fièvre c'est pas normal d'avoir de la fièvre, mais est-ce que ça peut pas être un cathéter veineux qui est passé à côté, une reprise difficile de transit? Enfin, tout peut porter à difficulté d'interprétation. Et en particulier avec la cœlioscopie, où les signes sont très atypiques, très trompeurs, très frustes. En particulier, la péritonite post-opératoire après cœlioscopie n'a pas du tout le tableau classique du ventre de bois. C'est un tableau très fruste où le ventre est un peu endolori, mais pas obligatoirement météorisé, où il y a une douleur vague à la palpation, surtout en particulier au niveau des points d'introduction des trocars. Et c'est finalement le caractère anormal des suites. Les suites de la cœlioscopie, habituellement, sont simples et confortables pour les patients. C'est le caractère anormal des suites qui doit alerter et qui doit faire pratiquer éventuellement une cœlioscopie exploratrice de contrôle après les explorations comme le scanner en première intention. Alors le mécanisme de la complication, il est intéressant de se pencher sur le mécanisme de la complication. On le fait systématiquement en expertise a posteriori. Et pour ce mécanisme de la complication, la date de survenue des premiers symptômes par rapport à l'intervention est essentielle. Prenez par exemple le cas d'une hystérectomie. Au premier jour post-opératoire, on retire la sonde vésicale et la femme se met à fuir immédiatement à grandes eaux par le vagin. C'est une fistule vésico-vaginale, c'est une brèche vésicale qui n'a pas été reconnue pendant l'intervention
d'intervention, c'est la faute du chirurgien. Par contre, vous prenez le même cas d'hystérectomie, vous retirez la sonde vésicale, tout se passe très bien, la femme rentre à la maison, et puis 8 jours après, elle revient en urgence, elle a ressenti, en étant au supermarché, une sorte de crampe, elle a eu mal, et puis finalement, ça s'est mis à couler de façon abondante. Donc c'est une fistule vésico-vaginale de survenue secondaire, et vraisemblablement, c'est une nécrose localisée due à un agent thermique, une électrocoagulation ou un arc électrique qui aura nécrosé la paroi. Il faut prendre en charge aussi tenir compte des nouveaux agents de dissection comme l'ultracision qui peuvent créer des lésions pariétales, des nécroses. Et donc ça rentre plutôt dans le cadre de l'aléa plutôt que dans le cadre de la faute. La phase importante, donc, finalement, c'est l'annonce du dommage. Il va falloir annoncer au patient de l'aggravation de son état de santé du fait des soins qu'il a reçus. Évidemment, il ne faut rien lui cacher. Le dommage peut être corporel ou il peut être psychologique. Cette annonce du dommage, elle est obligatoire, elle est incluse dans la loi Kouchner et elle est un critère de la certification des établissements de santé qui doivent avoir mis en place des structures permettant l'annonce du dommage. C'est un exercice difficile pour le patient qui reçoit donc l'annonce de l'aggravation de son état de santé de plein fouet, et pour le médecin qui le vit comme une remise en cause personnelle. Cette annonce, elle est protocolisée. Il y a 3 phases. Il y a une première phase de préparation par l'équipe, recueil des données, anamnèse, désignation de celui qui fait l'annonce. Habituellement, c'est le chirurgien, habituellement. La deuxième phase, c'est l'annonce proprement dite aux patients ou à sa famille qui ont été convoqués. On a besoin de vous parler. Ou dans un endroit calme, pas dans le couloir, pas devant l'ascenseur, adapté, pas de téléphone, ne pas déranger. Quand, au moment où on est prêt, le patient, quand il est en état de recevoir l'annonce, ou l'équipe soignante, et comment, finalement, au cas par cas, en fonction de la gravité de l'accident et de l'importance du dommage. Et la troisième phase qui n'est pas à négliger, c'est le débriefing, c'est-à-dire qu'il faudra revenir sur l'accident avec toute l'équipe soignante, déterminer le suivi du patient qui a été victime de la complication et prendre les mesures pour éviter qu'elle se reproduise. Au cours de cette annonce, il ne faut pas mentir, il ne faut pas nier la gravité du dommage et il ne faut évidemment pas reporter la responsabilité sur un autre professionnel de santé. 3 cas particuliers, l'accident sériel. Le patient qui n'a pas toutes ses capacités cognitives, il faut qu'il y ait un tiers qui soit désigné pour recevoir cette annonce. Et le patient décédé, c'est là qu'on a le problème de l'annonce par téléphone, la mauvaise nouvelle par téléphone, qui est toujours très délicate. L'annonce est un exercice difficile. On n'y est pas toujours préparé. De plus en plus, quand même, on peut envisager des jeux de rôle. Et puis actuellement, il y a des chaires et des départements de simulation en santé où on ne fait pas que s'entraîner sur des mannequins ou opérer par vidéo. Il y a également des jeux de rôle qui sont organisés avec des acteurs sur ce type de situation pour que les médecins en formation peuvent s'y entraîner et pas se retrouver, comme c'est le principe de la simulation, pour la première fois à faire sur un vrai patient. Cette annonce a été protocolisée et il y a un guide de la Haute Autorité de Santé de mars 2011 qui est accessible en ligne et qui indique à tous comment procéder à ce type d'exercice. Donc en bref, il faut avoir de l'empathie, de la compassion à apporter au patient, à sa famille, dans les explications, dans l'information, dans l'assistance. Il faut faciliter l'accès au dossier médical. Il faut surtout conserver de bonnes relations avec le patient et sa famille et éviter les processus conflictuels. Et il faut, dans la mesure du possible, orienter la réclamation vers un processus de règlement amiable plutôt que judiciaire, car amiable, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le patient, qui va être indemnisé de la même manière qu'il l'aurait été devant les tribunaux, mais ça va aller beaucoup plus vite. C'est gagnant pour l'assureur qui paiera ce qu'il a à payer, moins les frais de justice, et puis c'est gagnant pour le chirurgien aussi. Ça lui évite une publicité dommageable et finalement une procédure qui est parfois éreintante sur le plan psychologique. Et je conclurai là-dessus en disant quel est finalement le bon moment pour faire la déclaration à l'assureur. Eh bien, le bon moment, c'est quand on reçoit l'assignation, en fait. C'est ni trop tôt, les déclarations de précaution ne servent à rien, sinon à augmenter la sinistralité, ni trop tard non plus, une fois que la séance expertale est passée, comme ça se voit de temps en temps. Je vous remercie.